Et puis il y a un grand effacement aussi de la pensée de gauche. Il n'y a plus les grands intellectuels de gauche. Est-ce qu'il en reste? Non, non. Et les grands, il y a 40 ans, auraient été considérés comme des seconds couteaux. Paradoxalement, ça ne me réjouit pas forcément. Aujourd'hui, on est dans le monde des influenceurs, le monde des réseaux sociaux, qui est le monde des petites phrases, de la punchline, etc. Je trouve qu'il y a une baisse du niveau. Bonjour Jean Sévilla. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Boulevard Voltaire. Alors vous êtes essayiste et historien, chroniqueur au Figaro Magazine, membre du conseil scientifique du Figaro Histoire et vous êtes bien connu des lecteurs de Boulevard Voltaire qui ont lu pour la plupart nombre de vos livres, voire vos œuvres complètes. Alors aujourd'hui vous publiez chez Perrin Les habits neufs du terrorisme intellectuel, préfacé par Mathieu Boccoté. Donc c'est une version augmentée, alors pardon, je vais utiliser un anglicisme de votre best-seller d'il y a 25 ans, Le terrorisme intellectuel. Alors commençons peut-être par une question qu'aurait pu vous poser la Palisse. Si vous décidez d'écrire à nouveau sur le terrorisme intellectuel, c'est qu'un demi-siècle plus tard, il existe toujours. Il existe toujours, il s'est même aggravé à mon sens, mais en même temps, il y a des éléments qui sont très nouveaux et que j'ai voulu analyser. Voilà, l'idée de refaire un nouveau livre, une nouvelle édition, c'était à la fois de raconter, d'analyser ce qui s'était passé de 2000 à aujourd'hui, mais en même temps d'analyser ce qui est nouveau dans le phénomène du terrorisme intellectuel, parce que quelque chose s'est modifié. Alors comment définiriez-vous le terrorisme intellectuel ? Alors je le définis de manière extrêmement simple, c'est un procédé qui consiste, au lieu d'aborder des sujets de fond, à délégitimer son contradicteur de façon à lui ôter le droit à la parole. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes donc un nazi, un fasciste, un colonialiste, un raciste, un homophobe. On pourrait aligner comme ça 50 qualificatifs qui sont des qualificatifs délégitimants dans la société d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un procédé, j'allais dire, antidémocratique, antidémocratique, c'est du totalitarisme doux, alors pas sanglant évidemment, mais c'est quand même un procédé d'une extrême violence. C'est pour ça qu'on m'a parfois fait reproche à gauche d'utiliser ce mot terroriste, qui est un mot très fort. On m'a dit on ne peut pas confondre. Voilà. Si, il y a de la terreur, il y a du terrorisme dans ce phénomène qui consiste à vouloir tuer l'autre socialement, lui ôter le droit à la vie sociale, lui ôter le droit à la parole. Alors, pourriez-vous nous en citer une ou deux manifestations spécialement éclatantes dans l'actualité récente ? Dans l'actualité récente, il y a par exemple ce patron d'un groupe de presse de province. J'ai oublié son nom au moment où nous en parlons, mais enfin, c'est pas le plus important. Voilà. Oui, ouais. Philippe Carly, voilà, qui dirigeait, un groupe de presse. Il n'était pas le directeur journaliste, c'était un gestionnaire, voilà, qui dirigeait un groupe de presse. Et il se trouve que sur son compte Twitter personnel, son compte X, ou Facebook, je ne sais pas. Enfin, il a LinkedIn, je crois, du reste. LinkedIn. Il a liké des posts de Sarah Knafo, de Marion Maréchal, etc., donc ce qui était un crime de lèse-majesté, évidemment, puisqu'un grand patron de presse ne doit soit pas avoir d'idées, si il en a des exprès, mais donc forcément de gauche, c'est un peu lissé, voilà. Donc il a été campagne montée par Mediapart, évidemment, qui joue très bien ce rôle dans ces cas-là. Ce sont des combattants, hein, et cet homme a été que je connais pas, que je voilà, aucun lien avec lui. Mais enfin, il est donc contraint de remettre sa démission. Voilà. C'est le type même du terrorisme intellectuel. Enfin, on pourrait en trouver 50 autres. Voilà, François Bayrou, Premier ministre, qui il y a quelques jours parle de subversion migratoire, et je veux dire, il y en a tout un débat qui dure encore cette semaine, sur est-ce que c'est un terme infamant, etc., etc. Il y a eu un sondage paru, je crois, jeudi dernier, qui disait que plus de 70% des Français sont absolument d'accord avec ce concept, à savoir qu'ils considèrent que des Français, y compris de gauche, qui considèrent que l'immigration est hors de contrôle. Donc le terme de subversion migratoire ne choque personne. Subversion ne choque personne. Ici, il choque à gauche, mais ça, c'est le terrorisme intellectuel.
Alors, les habits neufs, puisque c'est le titre de votre livre, ça fait penser à un conte d'Andersen. Alors, vous êtes l'enfant qui crie que le roi est nu, ou est-ce à dire que en dehors de ses atours, il n'a pas fondamentalement changé? Est-ce que les racines sont les mêmes qu'il y a 25 ans? Voilà, alors oui, d'abord il faut que je reconnaisse ma dette. Le le même, en effet, il y a le conte d'Andersen au départ, c'est ce conte dans lequel un enfant... on a vendu à... C'est d'ailleurs... ça s'appelle les habits neufs de l'empereur. Oui. Et alors que dans le conte même, c'est plutôt un grand-duc. C'est-à-dire il y a une sorte d'ambiguïté. Enfin, un charlatan a vendu à l'empereur un vêtement invisible. Et donc le roi sort dans la rue pour montrer son nouveau vêtement. Et évidemment, tout le monde voit qu'il est nu. Mais il y a seul un enfant qui ose dire la vérité, à savoir que le roi est nu. Bon, le roi, l'empereur, bon. Il y avait eu en 1971 le sinologue Simon Leys, un Belge, qui était à une époque où la maolatrie faisait encore fureur dans le monde occidental, chez les intellectuels, avait fait un livre extrêmement critique, connaissait bien le monde chinois, du système maoïste, montrant que c'était un système totalitaire, avec des camps de travail, etc., etc. Il a fait un livre qui s'appelait « Les habits neufs » du président Mao, qui était une sorte de démontage, et il montrait que lui, il était comme l'enfant qui ose dire la vérité, à savoir que le système de Mao était un système criminel. Donc j'ai repris ce titre pour faire une sorte de jeu de mots. Alors les habits neufs, en quoi sont-ils neufs? Du point de vue des fondamentaux philosophiques, idéologiques, il n'y a pas de très grande nouveauté, sauf peut-être sur les questions de genre, les questions sociétales, comme on dit aujourd'hui, où il n'y avait pas de grand débat. Ça avait commencé un petit peu avec le Pax, évidemment, dans les années 90. Il y avait aussi le débat sur l'avortement dans les 70. Mais enfin, dans les années 90, ce n'était pas des questions très, très prégnantes. Aujourd'hui, c'est devenu évidemment la question genre, etc. C'est devenu très important. Pour le reste, on est sur la même base idéologique, c'est-à-dire l'idéal d'un monde qui serait un monde sans frontières, où les identités doivent être diluées, où les individus sont interchangeables. C'est un petit peu cette base-là, et où les droits de l'homme sont l'absolu. C'est ça la base fondamentale. Là où il y a du nouveau, malgré tout, par rapport au livre que j'ai publié en 2000, quand j'ai publié mon livre, d'une part, le paysage médiatique était relativement limité, même si à l'époque il y avait déjà beaucoup de chaînes de télévision, mais enfin, il n'y avait pas ce phénomène. Ça commençait seulement les chaînes d'information en continu, avec leur système de débat permanent, que vous connaissez bien, qui est une nouveauté. L'autre nouveauté, évidemment, c'est qu'en 2000, les réseaux sociaux n'existaient pas. Facebook, X, etc., etc. Or, cette nouveauté-là, et puis une nouveauté technologique qui est aussi importante, qui est liée quand même, à savoir que c'est le smartphone ou l'iPhone. Tout le monde, tout Français maintenant, a dans sa poche un instrument qui est à la fois un téléphone, une télévision, une radio et un ordinateur relié à Internet. Ça veut dire qu'on est en permanence inondé d'informations ou de commentaires de l'information qui sont autant d'entrées pour le politiquement correct, on va dire. Maintenant, contrepartie, cet éclatement des moyens a permis aussi à donner un appel d'air extraordinaire aux médias alternatifs. Boulevard Voltaire en est un exemple, il y en a d'autres, mais vous faites un très bon travail. Et donc, il y a eu, pour la pensée de droite, conservatrice, patriote, là encore, on pourrait trouver 50 mots, ils sont tous justes, mais enfin, ils peuvent être réducteurs, mais enfin, c'est de la pensée libre à trouver des canaux d'expression qu'elle n'avait pas auparavant. Ça, c'est nouveau. Maintenant, et c'est une bonne chose. Il y a eu ce phénomène aussi intellectuel qui commençait déjà fin des années 90, le phénomène qu'on appelait des néo-réacs, c'est-à-dire en fait des intellectuels qui venaient de la gauche, donnons assez symbolique, on va dire Alain Finkielkraut et Michel Onfray, des hommes qui venaient de la gauche et qui, à partir début des années 2000, commencent à tenir un discours qui est totalement en rupture avec la gauche. Ils rompent intellectuellement avec leur famille d'origine. Voilà. Et ils tiennent sur l'école, sur l'autorité, sur la nation, enfin un discours qui est tout à fait nouveau. Et l'autre élément, évidemment, c'est qu'en fait, à partir des années 2010, beaucoup dans la foulée de la Manif pour tous qui a aidé à cela. Il y a tout un courant on va dire, conservateur. Alors, est-ce que c'est le bon terme, encore une fois, mais enfin, de courant de jeunes journalistes, jeunes essayistes, jeunes historiens, jeunes philosophes, etc., qui ont donné de visibilité à une pensée qui n'est pas une pensée de gauche. Voilà. Et puis, il y a un grand effacement aussi de la pensée de gauche. Il n'y a plus les grands intellectuels de gauche. Qu'est-ce qu'il en reste ?
Non. Non, les grands se sont fait des seconds couteaux. Enfin, il y a 40 ans, auraient été considérés comme des seconds couteaux. Il y a un effacement des intellectuels de gauche. Ce qui, alors, j'ouvre une parenthèse, j'allais dire paradoxalement, ça ne me réjouit pas forcément. Ça peut paraître paradoxal de dire ça. C'est pas que je regrette Jean-Paul Sartre. Mais enfin, au moins, il y a une époque où les grands intellectuels de gauche, moi j'ai connu ça dans ma jeunesse, quand j'étais étudiant, les années 70, même encore les années 80, il y avait des grands pétitionnaires. Bon, mais c'était des gens qui avaient une culture, il y avait une pensée. Aujourd'hui, on est dans le monde des influenceurs. Dans le monde le monde des réseaux sociaux, qui est le monde des petites phrases, de la punchline, etc. Alors évidemment, ça peut servir. En même temps, ça sert parce que bon, ça permet d'équilibrer la pensée neuve, de faire un souffle d'air. En même temps, je trouve qu'il y a une baisse du niveau. Voilà, une baisse du niveau. Réducteur, c'est réducteur. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout c'est sur l'éducation du paysage. Alors à un moment dans les années on a beaucoup entendu ça à partir des années 2015, 2020. La droite et même l'extrême droite a gagné la bataille des idées parce qu'il y avait une visibilité. Quelqu'un qui a beaucoup compté dans ce domaine-là, c'est très évidemment stigmatisé, mais c'était Éric Zemmour, qui a donné visibilité à la pensée de droite par sa participation d'abord à l'émission de Ruquier à la télévision, et puis il avait une vraie présence médiatique, et de ce point de vue-là, il était un briseur de tabou, il a ouvert des brèches, hein, ça il faut lui reconnaître ce mérite-là. Et donc, grande réaction, c'est la droite qui domine la modernité. Moi, je crois que c'est à l'heure. Je crois que le système du terrorisme intellectuel est toujours en place. Alors, nous avons ouvert des brèches, et je m'en réjouis. Et chacun a sa place, et pour essayer d'abattre ce mur du gauchisme culturel, ben, le système est encore en place. Pourquoi est-il en place? Alors, bien sûr, il n'y a plus les grands intellectuels de gauche, etc., mais enfin, si vous voulez, c'est au niveau, je veux dire, c'est à un niveau second que ça se passe, mais ça, si vous voulez, si on regarde dans la société, si vous voulez, on va chez les journalistes, je ne parle pas des grands journalistes, mais la moyenne des journalistes français, à 70% votent à gauche. Ce ne sont pas des gens forcément connus, mais je veux dire, il faut tourner une machine qui, objectivement, tourne avec la pensée de gauche. Si vous prenez les professeurs de l'éducation nationale, c'est la même chose. Si vous prenez les enseignants de l'université, c'est la même chose. Je n'ai pas dit 100%, je dis 70%. 70%, c'est une grosse majorité. C'est la même chose dans le monde de la recherche scientifique. C'est la même chose dans toutes les grandes institutions culturelles. Donc tout ce qui, dans la société, tente à former l'esprit des Français depuis l'école jusqu'à leur âge adulte, quand ils ouvrent leur télévision ou qu'ils regardent Internet, tout ça penche vers un idéal ou une idéologie progressiste. Et donc, de ce point de vue-là, les Français sont très, très marqués. Alors, on a des éléments de réponse, et il y a des moyens pour le répondre qui n'existaient pas il y a 30 ans, mais le système, le flux quotidien de pensée fausse est quand même toujours en place. Mais est-ce que ce terrorisme intellectuel n'est pas d'autant plus virulent qu'il se sent menacé? Parce qu'on a l'impression qu'il tourne un peu à vide. Parce que quand même, je suis d'accord avec vous quant aux élites, ce qu'on appelle les élites ou les mandarins, je sais pas comment appeler ça, mais quand on regarde sondage après sondage, vous voyez par exemple un sondage récent a montré que, enfin c'est vrai que ça aurait paru fou à nos grands-parents de poser simplement la question, mais je crois 76% des Français considèrent qu'il n'y a que deux sexes, un homme et une femme, comme Donald Trump. Donc est-ce que finalement cette grosse artillerie n'est pas en peine actuellement? Vous avez tout à fait raison de le dire, c'est-à-dire à un moment il y a le choc du réel, si vous voulez, parce que l'idéologie c'est une chose, mais dire qu'il n'y a aucun problème avec l'immigration alors que tout le monde sait le contraire, ça ne fonctionne pas. Dire qu'il n'y a aucun problème d'insécurité en France quand toute femme qui se promène le soir dans la rue éprouve un sentiment d'insécurité, plus qu'un sentiment, pardon, est confrontée à l'insécurité, c'est un mensonge. Donc il y a le choc du réel, c'est évident. Et donc l'idéologie a ses limites. Et c'est là, et vous l'avez dit, et tout à fait, j'en suis parfaitement d'accord, du coup, le système se raidit. C'est-à-dire que ce système qui patine, cette machine, comme elle fonctionne, mais elle voit bien qu'elle patine, elle ne mord pas, elle ne mord plus sur l'opinion, du coup, elle se raidit et elle s'aggrave. Et notamment, un phénomène aujourd'hui qui est très frappant, c'est la judiciarisation des débats. Alors,
on finit pas toujours, on ne va pas de procès en procès, mais il y a cette menace permanente, la menace d'un procès. Voilà. Et la menace d'un procès, ça fait peur. Qui fonctionne comme une autocensure, d'ailleurs. Voilà, cette menace de procès mène à l'autocensure parce qu'on n'a pas envie de se recevoir un procès sur la tête. Résultat, on fait attention à son langage, à ce qu'on dit, etc. Et si on n'a pas fait attention, eh bien, si on a employé un mot de trop ou un concept qui ne plaît pas aux vigilants, eh bien, on peut avoir la menace ou la réalité d'un procès. Donc de ce point de vue-là, il y a un raidissement du terrorisme intellectuel. Alors c'est un mot très fort, vous l'avez dit, vous avez dit qu'on vous l'avait reproché. Est-ce qu'il tue ce terrorisme? Il tue au moins socialement. Il tue socialement. Je veux dire, le patron de presse dont je parlais il y a un instant, il a perdu son travail. Je ne connais pas ses tops, je ne sais pas si voilà, mais... C'est capable de rebondir, et on pourrait trouver, dans mon livre, vous trouverez 50 exemples. Hein. Oui, c'est la mort sociale. Vous l'avez ressenti vous-même dans votre carrière à titre personnel? Non, alors moi j'ai eu de la chance j'ai travaillé toujours pour un grand groupe de presse dans lequel j'ai toujours été respecté dans mes idées. À chaque fois que j'ai publié un livre, j'ai été soutenu par mon journal, qui ne prétend pas que toutes mes idées sont celles de mon journal, mais enfin, j'ai jamais eu d'ennui dans mon journal, le groupe Figaro pour le citer. Donc moi, personnellement, non, je n'ai pas été embêté. Alors vous évoquez, c'est passionnant, je trouve, tous ces sujets historiques dont nous n'avons jamais fait l'inventaire finalement, où nous n'avons jamais eu le droit de faire l'inventaire des crimes du communisme, la guerre d'Algérie, la colonisation, les guerres de Vendée, enfin etc. Est-ce que la source de tous nos maux ne vient pas de ces récits imposés de l'histoire de France qui sont un point de crispation, comme un non-dit dans une famille, comme un cadavre dans un placard dans une famille? Oui, le terrorisme intellectuel utilise beaucoup l'histoire. C'est pour ça que moi-même, j'avais publié en 2000 le terrorisme intellectuel, et puis en 2003, 3 ans après, j'ai publié Historiquement correct, puis ensuite Historiquement correct, etc. Et donc c'est un champ de l'histoire, le passé, la manipulation, l'utilisation du passé, l'instrumentalisation du passé est évidemment un instrument privilégié pour le terrorisme intellectuel, parce que ça consiste en fait à prendre dans le passé, à utiliser le passé, c'est-à-dire le passé, au lieu d'avoir une démarche scientifique, une démarche de connaissance du passé, ça consiste à utiliser des éléments du passé en les coupant de leur contexte, en changeant le sens, etc., pour en réalité mener un combat dans la société d'aujourd'hui. Alors on va projeter dans la société du XVIIe siècle les problématiques du racisme, par exemple, alors qu'au XVIIe siècle, le concept de racisme n'a pas le sens d'aujourd'hui, etc., etc. Enfin, je prends cet exemple, la condition de la femme, enfin, on va prendre 100 exemples. Donc voilà. Donc la question du passé est très importante, et puis il y a, dans un contexte général la France a décolonisé dans les années 60, mais dans les années 70, 80, je dirais la question coloniale n'était plus un sujet en soi. Et puis à partir des années 80, 90, il y a une instrumentalisation de la question coloniale, de la question de l'esclavage, tout ça dans un but de culpabilisation de la France, à savoir on en reprocherait à la France et aux Français d'avoir une nation coloniale, une nation esclavagiste, et donc il y aurait une sorte de péché originel qui serait un péché qui ne peut pas être lavé, il n'y a pas d'absolution pour ce type de péché, et donc les Français blancs, je mets les guillemets parce que moi je n'ai pas l'habitude de catégoriser les gens sur leur couleur de peau, les Français blancs au fond seraient héréditairement coupables, et les Français non blancs au fond seraient quasiment héréditairement des descendants de victimes, donc ils auraient déjà un préjugé favorable parce qu'ils seraient tous... Donc c'est une vision dialectique faussée, extrêmement préjudiciable pour la communauté nationale. C'est un instrument c'est préjudiciable pour la paix civile, si vous voulez, parce que ça, on revient à faire du communautarisme, à diviser les Français, à les tourner les uns contre les autres, et donc c'est extrêmement dangereux, cette manipulation du passé. On voit bien ça, par exemple, avec un exemple les plus emblématique, évidemment, c'est la question de la guerre d'Algérie, sur laquelle j'ai écrit moi-même assez souvent, où à ce moment-là, cette question-là est un obstacle à l'intégration ou à l'assimilation des jeunes gens qui sont issus d'immigration.
Et vous parlez de mots piégés, hein, c'est vrai, un terroriste, il a des explosifs. Il y a l'islamophobie, dites-vous, et un mot piégé. Et vous opposez aussi la mémoire à l'histoire, qui pour vous sont deux concepts tout à fait différents finalement. Oui, ça, c'est des outils du terrorisme intellectuel. La mémoire peut l'être, en effet. Alors moi, je pense que la mémoire est quelque chose extrêmement respectable. C'est quoi la différence entre la mémoire et l'histoire? L'histoire, c'est objectif. La mémoire, c'est ce que... C'est propre à chacun. C'est ce que propre à chacun, ou ça peut être collectif. Il y a des communautés. Chaque communauté, chaque religion, voilà. C'est un ressenti, voilà, qui peut être fondé sur des faits objectifs, mais enfin, c'est un ressenti, avec sa part de subjectivité aussi. L'histoire, elle est là pour essayer, autant que faire se peut, d'avoir un regard objectif, donc avec du recul. Voilà. Donc la mémoire, on est un peu dans le subjectif, dans le sensible. L'histoire, normalement, c'est l'objectif. Et donc, alors, la mémoire sert, si vous voulez. Hein, je veux dire, il est légitime que les descendants de familles juives et qui ont eu des ancêtres disparus lors de la Shoah, qu'elles aient une sensibilité particulière à cette question-là. C'est totalement légitime que les familles vendéennes qui ont eu des ancêtres massacrés en 1793 aient une sensibilité à cette question-là. C'est totalement légitime aussi. Voilà, mais on ne fait pas de l'histoire uniquement avec la mémoire. Justement, la mémoire, c'est un élément qui contribue à la connaissance de l'histoire. Il n'y a pas que ça. Voilà. Il y a des éléments objectifs, il y a les sources, il y a des regards différents. Enfin, c'est le travail de l'historien. Et la question le mot islamophobe vous paraît piégé aussi? Il est piégé, d'ailleurs, il a été inventé par il y a une généalogie de ce mot-là, il a été créé par les milieux islamistes pour faire l'amalgame entre toute critique ou discussion critique sur l'islam et la haine de l'islam. Je considère qu'on peut discuter de l'islam, avoir une position critique sur telle ou position de l'islam, sans pour autant haïr l'islam ou sans pour autant haïr les musulmans en tant que personne. Toute la raison raisonnante est fait pour de l'homme, est fait pour examiner toute réalité. Mais vous parlez aussi d'un épisode que j'avais oublié, enfin je me souvenais vaguement de l'expression, qui est intéressant, c'était un exemple de terrorisme intellectuel, c'est Louis Pauwels qui avait parlé de sida mental. Alors je crois qu'il avait déclenché une bronca absolument incroyable, hein, que vous racontez, c'est ça? Absolument. Et pourtant, quand on prend de la hauteur et qu'on voit ce qui nous arrive, on se dit que ce sida mental dont il parlait et qui a été aidé par le terrorisme intellectuel a finalement fait place nette pour aujourd'hui les islamistes. Alors, je ne veux pas faire de complotisme, mais néanmoins, l'un a vraiment servi l'autre, de toute évidence. C'est-à-dire qu'on a mis à plat les défenses des Français. Oui, absolument. Mais cette expression de sida mental était une expression très forte. Elle a fait scandale parce que c'était c'était en 1986. D'une part, c'est un éditorial qui avait été, on peut en une seconde raconter pourquoi, parce que vos amis auditeurs se souviendront peut-être de ce garçon qui était mort lors d'une manifestation, qui était tué. Malik Oussekine. Malik Oussekine, à la suite d'une manifestation, lors d'une manifestation qui a été tuée lors de la répression policière. Et l'éditorial de Louis Pauwels, bouclé le mercredi, sortait à l'époque, le Firozine paraissait le samedi, et Malik Oussekine a été tué le vendredi soir, si vous voulez. Donc le vendredi, il y a le samedi matin, dans les journaux quotidiens, à la radio, il y avait à la fois l'annonce de la mort de Malik Oussekine et un éditorial de Louis Pauwels extrêmement dur à l'égard de ces manifestants qui manifestaient contre, à l'époque, c'était une loi pour la réforme de Devaquet, pour la réforme des universités, peu importe. Mais le concept de sida mental, en plus, avait choqué parce qu'on était encore beaucoup dans les années sur le sida. Et donc c'était aussi une maladie qui était un peu sacralisée. Mais c'est un concept extrêmement fort et que je trouve extrêmement juste. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de défense immunitaire mentale qui est nos défenses immunitaires mentales sont affaiblies par le terrorisme intellectuel parce qu'il malgré tout je dis pas vous, je dis pas nous, mais pas ceux qui regardent Boulevard Voltaire ou lisent Boulevard Voltaire, mais je veux dire les Français très largement sont très conditionnés par ce flux idéologique, l'antiracisme, l'égalitarisme, l'idée que
qu'il n'y a pas d'identité réelle. Enfin, alors bien sûr, les gens réussissent sur tel ou tel point. Vous l'avez bien rappelé il y a un instant, une immense majorité des gens pensent qu'un homme et ce n'est pas une femme et inversement. Mais enfin, tout ça, il y a quand même, on baigne dans une sorte de méli-mélo idéologique qui a quand même une incidence enfin, on ne peut pas dire que ça ne joue pas du tout sur l'opinion. Alors, j'ai été très frappée aussi par une phrase que j'avais oubliée également, que vous citez, de Jacques Chirac, qui avait dit à Philippe de Villiers, je ne sais plus en quelle année, je l'avais noté, je crois. De mémoire, ça doit être en 2001 ou quelque chose comme ça. Oui, c'est quelque chose comme 2003. ça, exactement. Et il lui avait dit, les racines de l'Europe sont autant musulmanes que chrétiennes. Il y a quand même une certaine droite qui a joué un drôle de jeu dans cette partition. Oui, Jacques Chirac est emblématique de cette droite qui a joué un drôle de jeu, parce qu'il est passé d'une forme très, très gaulliste, patriotique, qui était son credo des années 70, quand il avait fondé le RPR, et puis à partir des années 80, il a versé dans ce discours-là, bien sûr, et dans la culpabilisation de l'idée de l'union des droites, comme quoi être sur un crime, etc., la diabolisation du Front National. Enfin, Jacques Chirac, de ce point de vue, porte une responsabilité, historiquement, je pense, une responsabilité personnelle assez lourde dans ce complexe de droite et cette espèce de division permanente de la droite que l'on a aujourd'hui. Alors, il y a aussi une entrée très frappante dans votre livre, c'est celle concernant Solzhenitsyn. Parce que quand on regarde l'histoire de Solzhenitsyn à l'aune de ce qui se passe avec Boualem Sansal, on voit beaucoup de similitudes. Finalement, l'Algérie a un traitement soviétique de cette affaire, et la gauche a toujours la même complaisance pour ce traitement soviétique. C'est très frappant quand même. Oui, c'est très frappant, on a oublié, mais je donne dans mon livre des citations sidérante sur la façon dont Solzhenitsyn était présenté en 1960, tout début, dans les années 73, 74. Enfin, l'archipel du Goulag a été publié en 1973 en France. Mais il y a des phrases dans la presse de gauche qui décrivent Solzhenitsyn comme une espèce de brute qui sort de sibérienne, qui sort de sa forêt quasiment. Enfin, c'est avec même des moqueries sur son physique, avec ce barbu. Enfin, je veux dire, parce que, en fait, surtout, et si Solzhenitsyn il est parti en exil en 1964, après avoir été chassé de l'URSS, il est parti en exil en URSS, c'est lapsus, aux États-Unis, et il a commencé à tenir un discours qu'il tenait déjà, mais à partir de 74, 75, 76, il tient des discours extrêmement forts, où il est réfugié aux États-Unis, mais il tient un discours extrêmement critique à l'égard du capitalisme américain, de la société de consommation, du modèle consumériste, et où il explique qu'on s'aperçoit que Solzhenitsyn n'est pas seulement un critique du communisme, c'était un patriote russe, un chrétien qui avait une vision spirituelle, et donc ça ne plaisait pas à la rive gauche. Alors, on remarque que le terrorisme intellectuel fonctionne avec la réduction ad Hitlerum, mais il n'y a pas beaucoup de réduction ad Stalinum. Est-ce que là aussi, un homo, c'est de ne pas avoir réussi à parler des meurtres du communisme, des morts du communisme? Oui, mais ça, c'est une opération menée par les communistes, précisément. C'est une opération très réussie. Très réussie. Ça fait partie jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, mais on vit totalement dans cette idée-là. Je veux dire, c'est une opération de manipulation des esprits qui a été menée après-guerre, de manière très habile. Enfin, pour faire très très court, voilà. Staline et l'URSS ayant été Hitler incarnant le mal. Il fallait vaincre Hitler, avec quoi personnellement je suis d'accord, mais Staline et l'URSS ayant été dans le camp de ceux qui ont vaincu le mal, et bien se retrouvaient dans le camp du bien. Et donc on a mis le système soviétique, Staline, le communisme, donc dans le camp du bien. Et le Parti communiste, qui était hégémonique à l'époque, ce sont les débuts du tourisme intellectuel, je raconte ça dans mon livre, de ce système moderne en tout cas, a joué ce rôle-là. Donc, expliquant, nous sommes le camp du bien, nous sommes le camp de la résistance, nous avons lutté contre le fascisme. Alors,
toute l'arrêté historique sur l'histoire du Parti communiste pendant la guerre est gommé, le fait que le Parti communiste n'est entré dans la résistance qu'en 1941, le fait que les communistes ont essayé de faire reparaître l'humanité sous l'occupation allemande au début de l'été 1940, le fait que le Parti communiste avait été interdit, non pas par Vichy, mais par la Troisième République en 1939, enfin, tout ça est gommé, et donc le Parti communiste se présentait comme le parti des 75 000 fusillés, disait-il. C'est chiffre totalement faux, gonflé. Mais donc cette manipulation-là est restée extrêmement forte, et on a en effet dans l'esprit public, ça reste beaucoup, l'idée que le communisme, au fond, était une idée pure, noble, que peut-être elle a été dévoyée ça et là, mais que ça reste une belle idée. Et donc le communisme reste... Il y a une sorte d'idéal communiste qui reste valorisé, tandis qu'évidemment, et d'ailleurs il y a un parti communiste aujourd'hui en France, on n'admettrait pas qu'il y ait un parti nazi. Je ne souhaite pas qu'il y ait de parti nazi, mais enfin, donc il y a une sorte de... Oui, c'est vrai que M. Roussel passe pour un communiste sympa, on voit personne il parle de saucisson, voilà. Parce qu'il mange de la viande et des sympas. Voilà. Oui, voilà. Donc il y a vraiment une sorte d'hémiplégie sur ce sujet-là qui est extrêmement frappante. Alors vous parlez aussi, vous revenez sur la Manif pour tous, vous l'appelez un mai 68 conservateur. Alors on note quand même que pour entrer dans un gouvernement aujourd'hui, quand on a vaguement manifesté ou exprimé son accord avec la Manif pour tous, eh bien on doit y aller avec une robe de bure, en se jetant des cendres sur la tête, en faisant repentance. Qu'est-ce qu'il en reste finalement? Est-ce que ça a porté ses fruits ou est-ce que le terrorisme intellectuel a tout écrasé? Je ne pense pas que le terrorisme intellectuel a tout écrasé. Alors, il écrase dans le sens où, dans l'espace public, il n'y a quasiment personne. Enfin, ils sont rarissimes. Je parle des politiques, proprement dit. Qui osent dire j'en ai été. J'en ai été, et même je suis sur le fond, je reste aussi le principe du mariage pour tous. On n'en trouve quasiment pas. Bon. De ce point de vue-là, il y a le terrorisme intellectuel a tout écrasé. Maintenant, le fruit, là où il est le fruit, il est là. C'est je le disais un petit peu tout à l'heure rapidement, c'est qu'il y a quand même toute une génération qui s'est levée. Il y a une génération militante qui s'est engagée éventuellement dans d'autres combats, mais qui cette génération est là. Donc les fruits, ils restent réels de la Manif pour tous, à mon sens. Quel rôle a joué l'Église? On aurait pu imaginer qu'elle soit un contre-pouvoir ou qu'elle donne un autre son de cloche à ce terrorisme intellectuel, et on a le sentiment que parfois elle lui a emboîté le pas. Oui, malheureusement, à partir des... je dirais dans les années 60-70, on a une église avec une hiérarchie catholique qui est majoritairement progressiste et qui est donc un petit peu sur le tempo. À l'époque, le Parti communiste était encore puissant, qui est un peu dans cette idée qu'il faut essayer de travailler avec les communistes, etc. Enfin, voilà. Alors, il y a un changement qu'on peut objectif qui existe à partir des années 80-90, sous le temps du pontificat de Jean-Paul II, un changement dans la hiérarchie ecclésiastique. Maintenant, la hiérarchie ecclésiastique est un peu écrasée, d'abord parce que elle est à la tête d'un troupeau qui va qu'en se réduisant. Le nombre de catholiques pratiquants ou non pas catholiques, de catholiques affirmés ou pratiquants n'est pas en expansion. Et en plus, hiérarchie toujours très prudente, ne voulant pas se mouiller. Même au moment de la Manif pour tous, ils n'étaient pas très, très, très nombreux. Il y a une fois, le cardinal 23 était la première toute patrouille de manif, était sortie pour dire coucou aux manifestants, mais c'était guère plus, quoi. Donc, une certaine frilosité. Puis en plus, l'Église, ensuite a été affectée par ces problèmes qui ont été peut-être manipulés, mais enfin pas manipulés. Il y a des choses réelles. Il y a toute la crise des abus qui était un scandale pour tout le monde. Ce qui a, je dirais, intimidé, qui fait que l'Église s'auto-censure. Voilà. Ça sent plus légitime. Ça sent plus légitime. Et en plus, alors, la hiérarchie ecclésiastique est assez prudente. Or, la jeunesse catholique d'aujourd'hui, elle est de plus en plus identitaire catholique, mais trop quasiment. Voilà. Donc, pour la hiérarchie. Donc, on a un peu ce paradoxe. On a l'impression que nos évêques n'ont pas le troupeau qu'ils veulent. Et le troupeau lui-même, il manque d'évêques.
Et on porte ce troupeau qui court devant. Voilà. Est-ce que vous pensez, à l'instar d'un journaliste de CNN qui a été interrogé dans le Figaro, et avant-hier, je crois, que le mouvement Trump va souffler, enfin le mouvement entamé par Donald Trump, par l'élection de Donald Trump, va souffler aussi sous de l'attitude et que ça sonne comme une contre-révolution. Il utilise ce mot-là. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose sur le terrorisme intellectuel? On a l'impression qu'il ne se laisse pas tellement intimider. Écoutez, d'abord, moi, il y a un petit peu un mythe autour de Donald Trump. Les États-Unis, c'est quand même un régime constitutionnel. Il y a des lois, il y a des tribunaux pour le meilleur ou pour le pire. Enfin, je veux dire, Donald Trump, c'est même pas Vladimir Poutine, si vous voulez. Il peut pas faire ce qu'il veut dans la société américaine non plus. Hein. Et les professeurs d'université wokistes, ils vont rester en place. Hein, je veux dire, alors là où il y a un changement aux États-Unis, évidemment, c'est le changement du discours officiel. Voilà, il y a toutes les années Obama, Biden, le wokisme avait pratiquement été soutenu au plus haut sommet. Là, le wokisme est combattu au plus haut sommet. Mais dans la réalité américaine, je suis pas assez expert des États-Unis pour donner une réponse très, très, très solide. Mais enfin, il ne faut pas s'imaginer que tout va disparaître parce que uniquement du fait de la parole présidentielle, hein, d'une part. Par ailleurs, il y a l'Atlantique entre eux et nous. Alors, ça va changer quelque chose. En effet, sûrement... Dans la parole, en moi. Dans la parole, ça va changer quelque chose dans la parole. La gauche intellectuelle européenne est très liée à la gauche intellectuelle américaine. Il y a quelque chose qui va sûrement se passer. Alors, on va avoir sûrement sous des visions plaignantes pour dire on est martyrisé, etc., etc., j'attends de voir. Voilà. Par ailleurs, Donald Trump, il y a la parole qui tient sur les valeurs, c'est pas sans intérêt. Hein, voilà. Maintenant, il est d'abord le président des États-Unis, c'est un patriote américain, il a raison, c'est son rôle. Voilà. Nous sommes des Européens, des Français, nos intérêts ne concordent pas forcément. Voilà. Donc, je ne vais pas me réjouir en tout de tout ce qui sort de la bouche. Oui, attendons de voir. Alors peut-être pour finir, vous parliez des lecteurs de Boulevard Voltaire et il se trouve que j'en rencontre parfois, souvent même, et ils redoutent que leurs enfants, voire ils s'en plaignent parce que c'est déjà fait, soient atteints par ce terrorisme intellectuel. Et beaucoup me disent je comprends pas, je pense avoir mis mes enfants, les avoir bien élevés, puis je vois qu'ils sont très contaminés par tout ça. Donc c'est quoi la recette, l'antidote, à part lire votre livre, hein, bien sûr, mais l'offrir à Noël et ça peut passer, mais pour Pâques, à ce terrorisme intellectuel? Est-ce que vous avez une recette pour des parents un peu désemparés? Pour les parents désemparés, il n'y a pas une recette unique, mais en effet, il faut que les parents eux-mêmes on n'est plus dans une société où on peut faire confiance aveugle à l'école. Hein. Alors, beaucoup de parents mettent leurs enfants dans des écoles indépendantes, bien entendu, mais il faut s'occuper de l'éducation de ses enfants. Il faut se méfier du smartphone confié à un téléphone portable à ses enfants, ça peut être extrêmement dangereux, y compris sur le plan moral. C'est peut-être pas la mode de le dire, mais moi je le dirais, je m'en fiche. Donc il faut élever ses enfants. Voilà, je veux dire, il ne faut pas dire ça pousse tout seul des enfants. Non, il faut s'en occuper. Et ça suppose que les parents eux-mêmes soient un peu conscients des problèmes, puissent parler avec leurs enfants. Il faut être en confiance avec ses enfants pour avoir une autorité qui soit légitime auprès de ses enfants, être compris de ses enfants. Ça suppose bien de pas dire n'importe quoi. Et puis voilà, il faut surveiller les relations et les amitiés de ses enfants aussi. Ça compte. Évidemment. Merci beaucoup, Jean Sévilla, d'être venu jusqu'à Boulevard Voltaire. Donc, je rappelle le titre de votre livre. Donc, c'est aux éditions Perrin, c'est votre éditeur favori, hein. Les habits neufs du terrorisme intellectuel, préfacé par Mathieu Bocoté. Vous voyez, j'ai mis plein de signets, parce qu'il y avait plein de choses intéressantes. Et encore, à la fin, j'avais plus de signets, donc je pouvais plus les mettre. Donc, je vous souhaite à tous un bon dimanche et merci d'aimer cette vidéo, de la partager.